Les mots s'échappaient de ses lèvres tremblantes entre deux sanglots, ses petits doigts s'accrochant désespérément à un petit pain volé. « Je suis désolée, monsieur, mon frère a faim », dit-elle d'une voix à peine audible, brisée et suppliante, tandis que le garde de sécurité la saisissait par le bras. Mais non loin de là, un homme en costume sur mesure se tenait figé, témoin de toute la scène. L'expression de son regard changea d'abord surprise, puis s'adoucit tandis qu'il fixait la petite fille. À cet instant, quelque chose en lui s'éveilla, quelque chose qui allait changer à jamais la vie de 3 personnes. Sophia se réveilla au son du fracas de la pluie battante qui martelait la bâche affaissée au-dessus de sa tête. Le toit de fortune, tendu entre 2 murs en ruine derrière un parc urbain abandonné, ne les protégeait guère de l'incessante pluie. C'était la 3e nuit consécutive d'orage, et le carton qui leur servait de matelas était déjà détrempé et s'effondrait sur les bords. Elle tourna la tête pour voir si Mato dormait encore, mais mal à l'aise, le visage pâle, la respiration saccadée, les mains tremblantes même au repos. Sophia n'avait que 10 ans, mais elle portait le poids des responsabilités qui pèsent sur la plupart des adultes. Son frère de 11 ans était resté paralysé après un tragique accident, cloué à un fauteuil roulant branlant, bricolé avec des pieds de chaise usés et des roues de chariot rouillées. Depuis que leur mère les avait abandonnés des mois plus tôt, Sophia était devenue tout pour lui, ses jambes, son bouclier, son espoir. Prenant garde de ne pas le réveiller, elle se releva. Ses pieds nus éclaboussèrent une flaque d'eau qui s'était formée pendant la nuit. Leur fragile abri était inondé. Saisissant un morceau de bois ébréché, elle tenta de repousser l'eau, creusant ainsi une zone de terrain légèrement plus sèche. Ses cheveux noirs, autrefois épais, collaient à son visage, emmêlés de crasse. La robe rose qu'elle portait depuis le printemps avait perdu toute sa couleur, s'accrochant désormais à elle comme un souvenir effacé. Pourtant, chaque jour, elle s'efforçait de paraître soignée. « Si on a l'air trop misérable, les gens ont peur de nous », rappelait-elle souvent à Mato en leur essuyant le visage avec l'eau d'un tuyau d'arrosage d'une station-service voisine. « Sophia » appela une voix faible. Elle se retourna aussitôt. Mato était réveillé, la voix rauque. « Il pleut toujours. J'ai le dos trempé. » Se précipitant vers lui, elle tenta d'installer son corps fragile dans la chaise improvisée. Son cœur battait fort. Sa toux était devenue plus forte, plus profonde. Elle demanda d'un ton pressant, « Où sont tes médicaments ?» Il ne put répondre entre deux toux. Elle chercha frénétiquement et retira le sac en plastique accroché à un clou. À l'intérieur, il ne restait plus qu'une demi-plaquette de pilules ou les derniers restes de ce qu'un gentil médecin de rue lui avait donné des semaines plus tôt. « Il faut les garder pour les pires jours, tu te souviens ?» dit-elle, essayant de paraître courageuse. « Tu en as déjà pris un hier ?» Mato secoua la tête en essayant de sourire. « Il faut que tu manges aussi, Sophia. Tu n'as bu que de l'eau depuis 2 jours, murmura-t-il. Elle lui adressa un sourire, masquant sa faim avec une aisance naturelle. « Ne t'inquiète pas pour moi. Je trouverai quelque chose aujourd'hui. Promis. » Ce qu'elle n'avait pas dit, c'est qu'elle lui avait donné le dernier morceau de pâtisserie qu'un fidèle avait offert. Elle avait attendu qu'il s'endorme, puis le lui avait glissé discrètement dans la main et avait fait semblant de l'avoir mangé. Elle a commencé à rassembler leurs précieux biens, un sac à dos déchiré contenant 2 ensembles de vêtements usés, une brosse à dents et du dentifrice, un pain de savon, une photo froissée d'eux avec leur mère, prise avant l'accident, et le seul jouet de Mato, une poupée en tissu usé jusqu'à la corde à laquelle il manquait les 2 bras. « Mato, on ne peut pas rester ici. L'eau monte trop vite. » Il la regarda avec un mélange de honte et de tristesse. « Si je n'étais pas dans ce fauteuil, tu aurais trouvé un vrai endroit où dormir. Mais ils ne nous prennent jamais tous les 2. Et tu ne veux pas me quitter. » Sophia s'agenouilla devant lui, le regard fixe. « Ne dis plus jamais ça. On est dans le même bateau. Je ne te quitterai jamais. » Elle entoura son corps frêle de ses bras, sentant ses os se presser contre les siens, affaibli par la faim et l'inquiétude. Son estomac gémit bruyamment. Elle se recula et sourit. « Même mon estomac essaie de réagir. Trouvons un endroit sec. Ensuite, je nous trouverai quelque chose de chaud à manger. » De toutes ses forces, elle poussa sa chaise dans l'allée détrempée. Les roues restaient coincées dans le sol meuble et irrégulier. L'effort l'épuisait, mais elle ne s'arrêta pas. Ils empruntèrent des chemins secondaires, des ruelles, des endroits où personne n'aurait pensé à chercher des enfants. Sophia savait comment éviter les autorités. « S'ils nous attrapent, ils nous sépareront », murmurait-elle souvent à Mato, une pensée qui les hantait tous les 2. Finalement,
derrière un restaurant fermé, ils trouvèrent un coin sec, juste assez large pour la chaise de Mato. Sophia déposa du carton pour le protéger du sol froid. « Reste ici, d'accord ? Je vais chercher quelque chose. » Mato lui serra le bras. « Ne prends aucun risque, Sophia. S'il t'arrive quelque chose. » Elle se détourna. Ces derniers jours, la mendicité n'avait presque rien donné. La gentillesse se faisait plus rare et la cruauté plus courante. Certains lui avaient même jeté de l'eau. « Je ferai attention. Promis. Je demande juste pour mon frère, pas pour moi. » Elle déposa leur sac à dos à côté de lui et cala sa poupée contre sa poitrine. « Si quelqu'un arrive, cachez-vous derrière les cartons. » Sans un mot de plus, elle se retourna et s'éloigna. Le tram était déjà bondé, alors elle se dirigea vers le quartier le plus chic de la ville. Là, elle savait qu'il y avait une boulangerie réputée pour son pain chaud et ses viennoiseries onctueuses. L'odeur à elle seule la brisait presque. Debout dehors, elle salive à regarder les élégants partir, sac chaud à la main. Dans la vitrine de la boulangerie, elle vit son reflet, les joues creuses, les yeux cernés, les vêtements couverts de saleté. Prenant une profonde inspiration, elle entra. La chaleur intérieure lui semblait un autre monde. Elle lui rappelait une vie dont elle se souvenait à peine. Au comptoir, une femme disposait des croissants dorés. « Excusez-moi, madame, dit doucement Sophia. Vous reste-t-il des vieilles pâtisseries ? Mon frère est malade, et il a très faim. » La femme la regarda avec méfiance. « Il ne reste plus rien. Va demander à l'église. S'il vous plaît, il est en fauteuil roulant. Il n'a pas mangé depuis des jours ?» Une voix sévère trancha l'instant comme une lame. « Que fait un enfant des rues dans ma boulangerie ?» Le propriétaire, un homme large et rouge, vêtu d'un tablier taché de farine, s'est précipité en avant. « Je l'ai déjà dit, on ne veut pas de jeunes comme toi ici. Tu fais fuir mes clients. »« Je voulais juste un morceau de pain, » murmura Sophia, la voix presque brisée. Il lui attrapa brutalement le bras et la tira vers la sortie. « Ce n'est pas un refuge, » aboya-t-il en ouvrant la porte. « Va mendier ailleurs. » Il la poussa dehors. Elle s'écroula lourdement sur le trottoir froid, la pluie trempant à nouveau sa robe. Et de l'autre côté de la rue, l'homme en costume regardait, immobile. Quelque chose au plus profond de lui commença à changer. Il ne reviendra jamais. Partez maintenant, ou j'appelle la police. Les mots coupent comme une lame. Stupéfaite et humiliée, Sophia resta figée un instant, le cœur battant la chamade tandis que des larmes brûlantes lui brouillaient la vue. Sa frêle silhouette tremblait, non seulement de peur, mais aussi sous le poids écrasant de son impuissance. Que faire maintenant ? Mato attendait toujours. Il comptait sur elle. Elle sortit et s'assit au bord du trottoir fissuré, observant le flot incessant de gens entrant et sortant des magasins, les bras chargés de sacs de produits frais et de pain chaud. Son estomac gargouillait. Son frère, faible et malade, l'attendait dans l'ombre d'une ruelle voisine, seul, tremblant. La douleur, la faim, la honte et un désespoir la tenaillaient. Elle n'avait jamais rien volé de sa vie. La voix de sa mère résonnait dans sa mémoire, sévère mais aimante, « Voler est la pire chose que tu puisses faire, Sophia. Nous sommes peut-être pauvres, mais nous avons notre dignité. » Mais aujourd'hui, la dignité lui semblait un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. La fièvre de Mato avait empiré. Il n'avait pas mangé depuis plus d'une journée. Son corps maigre était trop fragile pour bouger. Sophia prit une inspiration et attendit que la boulangerie se vide. Lorsque le dernier client fut parti, elle se glissa par la porte, silencieuse comme un murmure. La vendeuse derrière le comptoir était distraite, absorbée par le réapprovisionnement des rayons. Le propriétaire était sorti. L'air sentait la farine, le sucre et le pain frais. Sophia se dirigea vers les étagères garnies de petits pains dorés. Elle s'efforça d'avoir l'air décontracté, faisant semblant de parcourir les rayons, son regard scrutant le plus petit pain. Ses mains tremblaient. D'un regard nerveux, elle tendit la main et attrapa un petit pain, le glissant rapidement sous sa fine veste. Sa poitrine se serra. Au moment où elle se retournait pour partir, la porte s'ouvrit. Un homme grand, vêtu d'un élégant costume noir, entra. Sa présence emplit la petite boulangerie. Carlos Manz, PDG de l'une des plus puissantes entreprises technologiques du pays, était simplement venu chercher du pain pour une réunion. Mais son regard s'est immédiatement posé sur la jeune fille près des étagères.
Son visage était maculé de poussière, ses vêtements usés. Sa main flottait maladroitement sous sa veste. Sophia sentit son regard posé sur elle. Elle tenta de se diriger nonchalamment vers la sortie, mais ses jambes tremblaient sous elle. Le rouleau volé était visible, à peine dissimulé sous le tissu usé. « Et qu'est-ce que tu as là ?» aboya l'agent de sécurité en rentrant dans le magasin, lui saisissant brutalement le bras. « Rien, s'il te plaît, » supplia Sophia d'une voix tremblante. « Lâche-moi. Ouvre ta veste. Maintenant. » Tous les regards dans la boulangerie se tournèrent vers elle. La propriétaire revint, les yeux brillants de triomphe. « Je le savais. Elle a volé quelque chose. Appelle la police. » L'agent de sécurité ouvrit brusquement sa veste. Le rouleau tomba au sol avec un léger bruit sourd. Sophia fondit en larmes, non pas par peur de la punition, mais par le chagrin insupportable de l'échec. Elle n'avait plus rien à offrir à Mato. « S'il vous plaît, » s'étrangla-t-elle entre deux sanglots, « mon frère, il a faim. Il n'a pas mangé depuis hier. Il est malade. Il ne peut même pas marcher ?» Carlos resta immobile, observant la scène se dérouler. Quelque chose chez la jeune fille transperça son sang-froid. Peut-être était-ce la force derrière son désespoir, ou l'amour indéfectible qu'elle portait à son frère malgré sa propre faim. Quoi qu'il en soit, quelque chose changea en lui. « Combien coûte ce rouleau ?» demanda-t-il d'une voix calme et posée. « Peu importe, » rétorqua le propriétaire. « Il faut qu'elle apprenne que voler est un crime. » Carlos fouilla dans son portefeuille et en sortit un billet de 100 riels. « Tiens, » dit-il en le posant sur le comptoir. « Je paie. Et donne-moi 20 petits pains de plus. Et 6 de ces gâteaux là-bas. » Le propriétaire, l'air troublé, essaya à nouveau. « Mais cette fille, elle a volé ?» Carlos se tourna vers lui, d'un ton soudain ferme. « Cette fille a fait ce qu'elle devait faire. Son frère meurt de faim. Auriez-vous agi différemment si votre famille était en danger ?» Le silence retomba dans la salle. Clients et personnel baissèrent les yeux, honteux. Sophia le regarda, incertaine. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur, de confusion et d'une faible lueur d'espoir. « Comment t'appelles-tu » demanda doucement Carlos en s'agenouillant à sa hauteur. « Sophia » murmura-t-elle en essuyant son visage strié de larmes avec sa manche. « Je m'appelle Carlos. Ton frère est dans le coin. Puis-je le rencontrer ?» Sophia hésita. Toute sa vie lui avait appris à se méfier. La confiance était dangereuse. Elle le regarda attentivement, incertaine. « Tu vas appeler les services sociaux » demanda-t-elle doucement. Carlos marqua une pause, puis répondit avec sincérité. « Non. Je te promets de ne pas te séparer. » Ses yeux, bien plus vieux que ses 10 ans, scrutaient son visage. « Pourquoi devrais-je te croire » demanda-t-elle. « Parce que, autrefois, il y a longtemps, j'étais seule aussi. » Quelque chose s'adoucit en elle. Lentement, elle hocha la tête. Quelques minutes plus tard, Carlos était aux côtés de Mato. L'état du garçon était pire qu'il ne l'avait imaginé, il était fiévreux et à peine conscient. Carlos n'hésita pas. Il appela une clinique privée où il était un donateur important et demanda une assistance immédiate. 10 minutes plus tard, une ambulance est arrivée. Sophia ne lâcha pas la main de son frère tandis qu'ils voyageaient ensemble à l'arrière. Elle lui murmura à l'oreille, la voix tremblante mais déterminée, « Tout va bien se passer maintenant. » Carlos les observait, quelque chose s'agitant en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un lien. Un devoir. Une promesse. À l'hôpital, Mato a été diagnostiqué avec une pneumonie sévère, une anémie et de multiples infections. Les médecins ont dit que c'était un miracle qu'il ait survécu aussi longtemps, grâce aux soins constants de Sophia. Carlos a annulé ses rendez-vous. Il a mis son monde sur pause. Il a organisé ses vêtements, ses soins médicaux et sa nourriture. Son assistant a été chargé de gérer toutes les démarches juridiques. Un soir, Sophia demanda timidement, « Que veux-tu de nous en échange ?» Carlos sourit doucement. « Rien. » Plus tard, lorsque Mato fut assez fort pour parler, il regarda autour de lui la spacieuse maison de Carlos et demanda honnêtement, « Est-ce ici que nous allons vivre ?» Carlos hocha la tête. « Oui. Il y a largement assez de place, et nous l'aménagerons parfaitement pour vous deux. » Pourtant, Sophia restait prudente. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Carlos la regarda dans les yeux.
Parce que quand j'avais besoin de quelqu'un, personne n'est venu. Mais toi, tu mérites une chance. Finalement, après mûre réflexion, les frères et sœurs acceptèrent de rester. Mais Mato avait une condition. Si notre mère revient, nous voulons rester ensemble. Carlos posa une main sur son épaule. Je te le promets. 2 semaines plus tard, Mato se rétablissait bien. Carlos lui rendait visite quotidiennement. Sophia restait à ses côtés, toujours aussi dévouée. Carlos lui a gentiment expliqué qu'un juge allait bientôt réexaminer leur garde et que leur mère, malheureusement, était à l'hôpital et ne reviendrait pas. Sophia assimila cela en silence. Elle comprenait. Son monde avait déjà changé. Mais maintenant, ce n'était plus l'effondrement, c'était la reconstruction. Elle regarda Carlos et lui fit confiance. Non pas à cause de sa richesse, mais parce qu'il l'avait vu. L'avait entendu. Choisi pour se tenir à ses côtés. Ce qui s'est développé entre eux était plus qu'un simple arrangement juridique. C'était quelque chose de sacré. Un lien fondé non pas sur l'obligation, mais sur la gentillesse. Ils n'étaient plus 3 vies brisées. Ils formaient une famille. Un après-midi, Sophia entra discrètement dans son bureau et le regarda fermer son ordinateur portable. Les murs étaient tapissés de livres et de tableaux, témoins d'une vie qu'elle ne comprenait pas encore. Mais elle ne se sentait plus à sa place. Elle se sentait, chez elle. Je voulais te demander quelque chose, à propos de l'école, dit Sophia avec hésitation. Carlos se tourna vers elle, attentif. Oui. Elle jeta un coup d'œil à Mato, puis à Carlos. On commence quand? Mato et moi, on est vraiment en retard. Carlos réfléchit à leur situation, puis suggéra gentiment, on pourrait faire appel à des professeurs particuliers pour vous deux. Comme ça, vous pourriez commencer l'école correctement ou continuer à apprendre à la maison jusqu'à ce que vous soyez prêt. Sophia resta silencieuse, pesant clairement les options. Je veux aller dans une vraie école, admit-elle doucement. Mato aussi. Mais, et si les autres enfants se moquaient de lui à cause de son fauteuil roulant? Carlos s'agenouilla à côté d'elle. Il y a des écoles inclusives, où les différences sont respectées. Et puis, Mato a le meilleur protecteur du monde. Une légère rougeur colora les joues de Sophia à ces mots. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle révéla un rêve qui lui tenait à cœur, elle voulait étudier la médecine. Les yeux de Carlos s'illuminèrent de fierté. Il lui promit son soutien indéfectible, quoi qu'il en coûte. 3 mois plus tard, leur maison ne ressemblait plus seulement à un refuge. Elle s'était transformée en un véritable foyer, chaleureux, baigné de rire et de lumière. Mato passait ses après-midi dans une maisonnette adaptée nouvellement construite dans le jardin, ses cris de joie résonnant dans l'air. Ses séances de thérapie portaient des fruits tangibles, et les démarches pour son inscription dans une école inclusive locale étaient presque terminées. Puis, un matin, une lettre arriva. Elle venait de leur mère, Regina, envoyée depuis la clinique de réadaptation. Elle voulait voir Sophia, mais seulement si Carlos venait aussi. Le calme habituel de Carlos se brisa un instant, laissant apparaître une lueur de peur. Après tout ce qu'ils avaient enduré, la stabilité qu'ils avaient trouvée était précieuse et fragile. Mato guérissait lentement mais sûrement. La possibilité d'un bouleversement émotionnel était un risque qu'il devait soigneusement peser. Ricardo, l'avocat de Carlos, lui avait autrefois conseillé d'obtenir la garde exclusive, compte tenu des négligences passées de Regina. Mais il l'avait également prévenu d'une longue et pénible bataille juridique. Carlos ne cherchait pas la victoire pour lui-même ni même pour Regina, il souhaitait simplement la meilleure solution pour les enfants. Elena, conseillère familiale, proposa un compromis équilibré, Regina conserverait un droit de visite surveillé, tandis que Carlos resterait le tuteur légal. Plus tard, si les progrès se poursuivaient, une garde partagée pourrait être envisagée. Carlos accepta les conditions, à une condition, les enfants ne devaient jamais être séparés. Ce soir-là, au dîner, Carlos expliqua gentiment à Mato que sa mère était à la clinique et espérait les voir. Mato fronça les sourcils et demanda avec une inquiétude discrète s'ils allaient devoir quitter leur maison. Carlos passa un bras autour de ses épaules et le rassura, « Tu es en sécurité. Je ne vais nulle part. Nous sommes une famille maintenant. » Et pour la première fois, ces mots semblaient vrais. Le lendemain matin se leva d'une lumière dorée. C'était un nouveau jour, empreint d'espoir et de promesses. Sophia était devenue la meilleure élève de sa classe, et les thérapeutes de Mato étaient ravis de sa détermination. Le docteur Rodriguez,
son neurologue, parla même d'une guérison accélérée. Carlos observa tout cela avec un profond respect. Sophia, bien qu'encore une enfant, possédait l'instinct protecteur d'une personne bien plus âgée. Elle veillait sur Mato avec acharnement, sans jamais cesser de l'encourager dans ses rêves. Un matin, alors qu'elle se dépêchait de se préparer pour l'école, Carlos l'appela doucement, lui rappelant de manger quelque chose. Juste à ce moment-là, un message de l'assistante sociale de Regina retentit sur son téléphone. La nouvelle était surprenante, Regina était sobre depuis 6 mois et demandait désormais des visites plus longues le week-end. Au début, ses interactions avec les enfants étaient gênantes, empreintes de regrets inexprimés. Mais petit à petit, quelque chose avait changé. Elle manifestait un intérêt sincère, posait des questions, se souvenait des détails. Carlos était toujours en charge de la garde, mais les visites surveillées évoluaient peu à peu vers des visites plus naturelles. La confiance commençait à se rétablir. Sur le chemin de l'école, Mato parlait avec enthousiasme de la prochaine exposition scientifique. Sophia présentait un projet, une prothèse abordable, inspirée du parcours de son frère. Plus tard dans la journée, elle remporta le premier prix. Ses yeux pétillaient lorsqu'elle annonça qu'elle avait été sélectionnée pour représenter son école aux Olympiades nationales des sciences. Lors d'une visite de suivi à la clinique du docteur Rodriguez, Mato était assise nerveusement à côté d'elle. Sophia lui serra la main pour la rassurer. « Vous avez déjà fait tant de chemin, murmura-t-elle. Le docteur Rodriguez entra avec un sourire chaleureux. « Bonne nouvelle. La régénération neuronale est en avance sur le calendrier. Il commence à retrouver la sensibilité dans ses jambes et un contrôle partiel de ses doigts et de ses chevilles. Nous commencerons par un appareil orthopédique, a poursuivi le médecin, pour vous aider à vous lever et peut-être à faire quelques pas. Aura-t-il encore besoin du fauteuil roulant, demanda Sophia d'une voix ferme. Oui, pour les longues distances. Mais avec du temps et des efforts, il pourrait devenir plus indépendant. Dans la salle de thérapie, soutenue par des barres parallèles et ses nouvelles orthèses en titane carbone, Mato se tenait debout, tremblant. L'espace d'un instant, la salle retint son souffle. « Je peux y arriver » s'exclama-t-il en larmes. Sophia pleura aussi des larmes de fierté, de soulagement et d'amour. Ce soir-là, Regina les rejoignit pour le dîner. Tandis qu'ils partageaient leurs anecdotes, Mato parla avec animation de sa découverte. Les yeux de Regina brillaient d'émotion. Sophia déclara son rêve de devenir neurologue, d'aider les enfants comme son frère. Elle tendit doucement la main et la posa sur celle de sa mère. C'était une main petite, mais profondément significative. Regina cligna des yeux pour retenir ses larmes. De l'autre côté de la table, Carlos et Mato les observaient, émus et pleins d'espoir. Puis, un léger coup interrompit l'instant. Clarisse, l'assistante de Carlos, entra discrètement. « Excusez-moi, monsieur Mendes. L'équipe de télévision est arrivée pour votre interview sur la fondation. » Carlos avait presque oublié. Un reportage local devait mettre en avant la fondation New Horizons et, avec son autorisation, une partie de l'histoire pour enfants. « Pouvons-nous reporter la réunion » a-t-il demandé, réticent à rompre la paix fragile. Sophia leva les yeux. « On ne devrait peut-être pas. On devrait peut-être y participer. » Tout le monde se tourna vers elle, surpris. Sophia, qui d'habitude protégeait farouchement sa vie privée, se tenait maintenant calme et déterminée. « Tu es sûr » demanda Carlos. « Tu n'es pas obligé. »« Je le veux bien » dit-elle simplement. « Si notre histoire peut aider d'autres enfants à obtenir le même soutien que nous, alors ça en vaut la peine. » Mato rayonna et hocha la tête. L'entretien s'est déroulé dans le jardin ensoleillé de la villa. Sophia et Mato ont partagé leur histoire avec une honnêteté crue, leur passage dans la rue, le tournant de la vie à la boulangerie et comment tout a basculé. La chose la plus importante que j'ai apprise, a déclaré Sophia, les yeux fixés sur la caméra, c'est que le pire jour de votre vie pourrait en fait être le début de tout. Elle prit une inspiration. Le jour où je me suis fait prendre à voler du pain, je pensais que c'était fini. Mais c'est là que tout a commencé. Mato lui prit la main. À distance, Carlos et Regina observaient avec un profond respect une famille improbable unie par la grâce et la seconde chance. Plus tard, alors que la maison se calmait et que les étoiles apparaissaient au-dessus de nos têtes, Carlos trouva Sophia assise seule sur la véranda, les yeux rivés sur le ciel. Il s'assit à côté d'elle en silence, lui laissant de l'espace. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Après une pause, elle dit « La vie est étrange.
Il y a 6 mois à peine, nous dormions sur du carton humide. J'étais terrifié, car je ne pouvais pas nourrir Monto. Elle marqua une pause, sa voix s'adoucissant. Et maintenant, nous sommes là. Il pourrait remarcher. Notre mère essaie. J'ai même gagné quelque chose à l'école. Tu mérites tout ça, Sophia. Vous le méritez tous les deux, dit Carlos. Elle secoua la tête. Ce n'est pas une question de mérite. Tant d'enfants comme nous n'ont pas cette chance. On a eu de la chance. Parce que vous nous avez vraiment vus. Ces paroles transpercèrent le cœur de Carlos. Il pensa à tous les autres enfants qu'il ne voyait pas encore, qu'il n'entendait pas. C'est pourquoi la fondation est importante, a-t-elle ajouté. Pour que davantage d'enfants puissent être véritablement pris en charge. Carlos était submergé par l'orgueil. Malgré tout, Sophia avait gardé une compassion profonde et féroce. Tu sais, murmura-t-il, parfois je pense que c'est toi qui m'as sauvé, et non l'inverse. Sophia sourit, un sourire radieux et rare. Je pense que nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Elle s'appuya doucement contre lui. Un acte de confiance discret. Et peut-être la forme la plus authentique de guérison.